Afin de recueillir toutes ces données, il faut bien entendu créer un outil d'évaluation. Mais comment s'y prend-on ? Nous allons justement à présent nous attarder à la conception d'un outil d'évaluation. Dans ce type d'outil, nous retrouvons deux choses, des questions et des réponses. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la nature des questions. Quels outils peuvent aider les enseignants dans la définition de leurs objectifs ? Les modèles taxonomiques peuvent être de précieux outils pour préparer le thermomètre. Comment peuvent-ils les aider ? Ils permettent à l'enseignant de fixer le degré de complexité d'une tâche et en même temps de varier les opérations mentales qu'on sollicite chez les apprenants. Ces modèles sont en lien avec la logique de compétence, car on considère que l'atteinte et la maîtrise de la compétence se situent probablement dans les niveaux les plus hauts du modèle. L'intérêt est que les élèves travaillent sur les différents niveaux et qu'un maximum puisse atteindre les plus élevés. Dans le modèle de Bloom, en répondant aux différentes questions clés dans l'ordre, on peut facilement identifier le niveau de chaque tâche, chaque exercice. Dans le modèle, retenons qu'il y a aussi la tâche d'évaluation qui peut être considérée. Passons maintenant au deuxième composant de notre outil d'évaluation, c'est-à-dire les réponses. Nous allons voir qu'il est intéressant de varier le type de questionnement proposé à l'élève en proposant de manière complémentaire à la fois des questions ouvertes et des questions fermées. Les questions de production, ce sont des questions ouvertes. Elles exigent de la personne qu'elle élabore puis rédige sa réponse avant de la soumettre au correcteur pour que cette réponse soit évaluée en fonction de critères plus ou moins explicites. Le principal paramètre utilisé afin d'établir des distinctions parmi les questions de production repose sur l'étendue et sur la forme de la réponse attendue. Ainsi, on distinguera les questions à réponse courte et les réponses longues. Parmi les questions de production, nous retrouvons également les schémas à compléter, les phrases à compléter ainsi que les textes lacunaires. Les questions ouvertes font appel à la mémoire d'évocation, alors que les questions de sélection s'appuient sur la mémoire de reconnaissance. C'est important dans l'évaluation de certaines compétences. En effet, comme pour les tables de multiplication, il est plus pertinent de demander à l'élève d'évoquer de mémoire la valeur du produit de deux nombres, plutôt que de lui demander de choisir cette valeur dans un QCM. Il y a aussi les réponses longues. Elles seront utiles pour évaluer des savoir-faire complexes, comme l'analyse ou la synthèse. La difficulté est d'évaluer ces réponses avec une production importante. Dans ce cas, il faut s'appuyer sur une grille critériée. Comment construit-on cette grille ? Elle se base sur une structure conditionnelle, si-alors, des critères en ligne et une échelle en colonne. Chaque cellule doit comporter un indicateur précis pour permettre d'aboutir à une bonne validité et fidélité de l'évaluation de la production. Les questions de sélection, aussi appelées questions à réponse choisie ou bien questions fermées, ont pour caractéristique commune de présenter à l'apprenant une série de propositions, parmi lesquelles il doit opérer une action, comme choisir. Ces questions seront appelées des questions à choix dichotomiques ou à choix multiples. Établir un ou plusieurs liens. Les questions sollicitant cette action seront plutôt des questions d'appariement. Et organiser selon une logique explicite qui fait plutôt référence aux questions où on remet en ordre. Pour aller plus loin que les simples QCM, des auteurs ont imaginé de proposer des items assertion-raison. On voit que la question est en deux parties. Il y a une assertion, c'est-à-dire une conséquence, et une raison, c'est-à-dire une cause. Oui, et l'apprenant, dans ce cas, doit déterminer la véracité de chacune des deux. On peut distinguer alors 5 possibilités de réponse, en considérant qu'une raison n'est pas forcément une explication correcte d'une assertion, c'est la situation du deuxième choix. Parallèlement, dans un QCM, on peut aussi ajouter des propositions générales pour solliciter la vigilance cognitive. Cette sollicitation passera par l'intégration de 4 propositions
supplémentaires que l'apprenant doit prendre en considération. Chaque question comporte une et une seule solution correcte. Alors, aucune, cela signifie aucune proposition n'est correcte. Toutes les solutions proposées sont correctes. Manque, alors là on regarde dans l'amorce, il est impossible de répondre parce que l'information, au moins une donnée, manque dans l'énoncé de la question. Et aussi dans l'amorce, on regarde s'il y a une absurdité qui rend la question caduque. À quoi cela sert de demander à l'apprenant son degré de certitude ? Cela permet de sortir de la logique binaire, réponse correcte, réponse incorrecte. Et cela donne l'occasion de mesurer de manière plus subtile le niveau opérationnel des connaissances acquises au cours de la formation. Mais comment pouvons-nous mesurer ce niveau d'opérationnalité ? Si l'apprenant donne une réponse incorrecte avec un degré de certitude élevé, alors il est dans une incompétence dangereuse. Par contre, s'il donne une réponse incorrecte avec un degré de certitude faible, il est dans ce cas dans une incompétence reconnue. D'accord. Maintenant, s'il donne une bonne réponse avec un degré de certitude faible, il est dans une compétence non opérationnelle. Par contre, s'il donne une bonne réponse avec un degré de certitude élevé, il est dans une compétence opérationnelle. Les degrés de certitude permettent également de calculer un score de confiance. En effet, en additionnant les degrés de certitude fournis aux réponses correctes, et je suppose que c'est mieux si cette somme est la plus élevée possible. Bien entendu. À l'inverse, on peut aussi additionner les degrés de certitude fournis aux réponses incorrectes. Nous obtenons alors un score de prudence. Ce score doit être le plus faible possible. On peut appliquer ce principe dans une étude de cas où on demande aux apprenants d'identifier le passage qui évoque un concept, un principe, et leur demander d'associer ce choix à un degré de certitude.